Il existe énormément de clichés sur le Japon et sur ses habitants. Ça fait maintenant plus de 8 mois que j'habite ici et donc j'ai plus ou moins eu le temps de vérifier ou justement de débunker un peu tous ces clichés. Venez avec moi, on va bouger d'endroit, on va faire 10 petites positions un peu différentes et je vais vous expliquer à chaque fois un cliché, vous le débunkez ou à l'inverse, vous expliquez s'il est vrai, mais surtout vous expliquez pourquoi et d'où vient ce cliché. Comment? Ce n'est qu'un cliché, les Japonais ne respectent pas toutes les règles absolument écrites dans la loi japonaise? Eh bien non, évidemment oui, les Japonais ont une tendance plus grande à respecter les règles que nous les Européens, mais il y a une grosse différence entre respecter toutes les règles et respecter les règles qui font que les gens pensent qu'on respecte les règles. Quand on vit au Japon, en fait, on sait et on apprend au fur et à mesure qu'il y a des règles à absolument respecter et des règles à ne absolument pas enfreindre. Notamment toutes les règles du code pénal, évidemment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de crimes au Japon. Mais on sait aussi qu'il y a des règles, si on les enfreint, c'est pas dramatique. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on n'a pas le droit d'écouter de la musique quand on roule en vélo. Et ben pourtant je le fais tout le temps et beaucoup de Japonais le font en permanence. Pas moi qui suis un grand délinquant et qui écoute de la musique sur mon vélo parce qu'il ne faut pas. C'est vraiment l'entièreté des Japonais qui vont mettre un peu un écouteur à gauche, un écouteur à droite. Et de temps en temps, si on passe devant la conduite de police, on met le sans casque, on fait l'heure d'horaire. Même chose, les feux rouges. Oui, on ne passe pas aux feux rouges ici. Par contre, les voitures et particulièrement des taxis, qu'est-ce qui grille des feux rouges, c'est terrible. Vous savez, chez nous, on a aussi cette règle du feu orange. Normalement, quand il faut le feu orange, tu t'arrêtes. Si t'as pas trop le temps de t'arrêter, tu passes, ça va. Les Japonais, ils mettent tous un coup d'accélérateur pour passer à l'orange et même si ça passe rouge, wow, ça fait 3 secondes que c'est passé rouge, ça passerait, personne n'a rien vu. Je vous jure, c'est une dinguerie. Là où chez nous, c'est les piétons qui passent au rouge parce que c'est en mode, de toute façon, les voitures sont arrêtées vu que le feu est rouge et qu'elles vont s'arrêter parce qu'elles n'ont pas le choix. Au Japon, c'est tout l'inverse. Quand t'es piéton, tant que le feu n'est pas vert, tu ne poses pas un pied sur la route parce que sinon tu vas te faire écraser par un taxi. Est-ce qu'on peut dire que ce cliché est vrai ou non? J'aurais quand même tendance à dire qu'il est plus vrai parce que c'est vrai que les Japonais ont tendance à mieux respecter les règles et notamment les règles de civisme en fait. Tout ce qui évidemment, quand on trouve un objet, on ne le vole pas, on le ramène à la police, ça c'est évident pour eux. Maintenant, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'en tant qu'étranger, on a un peu ce qu'on appelle le Gaijin Pass. Vu qu'on ne connaît pas toutes les règles, qu'on ne connaît pas la culture, les Japonais qui vont nous voir vont avoir tendance à se dire « Oh, c'est un touriste, donc ce n'est pas grave s'il ne respecte pas l'entièreté des règles ». Quand vous venez, ne soyez pas choqués, ne vous stressez pas comme des morts pour faire absolument tout comme les Japonais, ils sont quand même compréhensibles si vous enfreignez quelques règles. Mais à l'inverse, ne soyez pas outrés non plus si vous voyez certains Japonais qui ne respectent pas toutes les règles. Évidemment, cet aspect respect des règles, ça vient vraiment de l'aspect traditionnel de la société japonaise où on respecte les autres et donc pour ne pas gêner les autres, on va respecter les règles. Le Japon est évidemment un pays qui reste plus collectiviste, surtout comparé aux cultures occidentales, que ce soit chez nous en Europe ou en Amérique par exemple. C'est un peu de là que ça vient et c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de codes à l'époque au Japon. Maintenant, au fur et à mesure avec la mondialisation, évidemment, les choses changent. Je vais pas m'attarder plus sur ce cliché-là parce que je pourrais en discuter pendant 2 heures. Passons au point suivant. Alors celui-là, je l'ai entendu des dizaines de fois et il a la vie très dure. Il y a beaucoup de gens qui ont peur quand ils viennent au Japon en fait de rencontrer du racisme. Mais pour le coup, pas du tout. En fait, il y a 2 choses qui se passent. La première chose, comme on l'a vu avant, c'est que le Japon a une culture très différente et une culture collectiviste avec des gens qui respectent les règles quand même plus qu'à l'occidental et surtout des règles qui sont différentes. Ce qui fait que les étrangers qui viennent, même s'ils essayent de respecter les règles et que les Japonais comprennent que les règles sont différentes, donc qui sont moins sévères envers eux, il y a comme une tendance, et on l'a vu malheureusement avec certains événements assez récents, de la part des étrangers à ne pas trop respecter les règles au Japon. Ce qui fait que les Japonais ne vont pas être racistes et purement ne pas aimer les étrangers juste parce qu'ils sont étrangers, mais ils vont avoir plus tendance à remarquer ces écarts par rapport à la norme et donc les étrangers vont sortir du lot et ça va potentiellement déranger les Japonais. Maintenant, c'est un truc qui arrive aussi chez nous quand on voit un énorme bus de touristes qui vient se foutre devant un bâtiment et qui bloque la circulation pour prendre 12 photos, ça casse les couilles à tout le monde. Pour autant, c'est pas du racisme. Et d'autre part, seconde chose, vu que le Japon est une société collectiviste, on a pour principe de base de ne pas déranger les autres. En fait, les Japonais ne vont pas spécialement aller vers les étrangers, mais en fait, ils ne vont pas spécialement aller vers les autres Japonais non plus. Et donc, c'est pas du racisme et de la mise à l'écart, c'est juste que c'est pas dans leurs coutumes et dans leurs habitudes. Il y a tellement de vent que mon vélo bouge tout seul. T'es bien ça? Pour eux, aller parler à un étranger en abordant leur anglais, qui est vraiment niveau catastrophique, c'est très compliqué, ça leur fait très peur. Ils sont également beaucoup plus timides, donc moins tendance à l'ouverture vers les autres et moins tendance à l'ouverture vers les étrangers. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'au Japon, c'est une société qui est constituée de 98% de Japonais. En dehors de ce 98% de Japonais, ça veut dire que dans les 2% d'étrangers, la moitié sont des étrangers asiatiques et l'autre moitié sont des étrangers qui viennent de l'Europe ou des Amériques. Donc c'est clair en fait qu'on est une extrême minorité qui représente moins de 1% en tant qu'Européens et qu'on est une minorité surtout qui se remarque très fort en fait.
Que ça soit physiquement parce qu'on est plus grand, plus large, qu'on s'habille de façon très différente et qu'on a une apparence très différente, ou même par nos comportements parce que nos normes culturelles sont totalement différentes. Un des autres soucis aussi, c'est que les touristes voyagent souvent en groupe et donc c'est très intimidant d'aller vers un groupe et de commencer à leur parler. C'est ça qui fait qu'il y a peu d'interaction entre les touristes et les locaux en fait. Et moi personnellement qui vis ici, bah si, quand je vais au supermarché etc, les gens me parlent en japonais. Quand je fais dans la rue, parfois j'ai des gens qui m'interrompent, qui me posent une question ou quoi, ça arrive. En plus de ça, les gens qui viennent en voyage ici viennent souvent à Tokyo. Et les gens à Tokyo, ils n'ont pas le temps les gars. Tokyo c'est comme Paris, les gens ils vivent leur vie tout seuls et ils tracent, ils regardent pas à côté d'eux en fait. C'est pas qu'ils vous ignorent vous, c'est qu'ils ignorent tout le monde en fait. Ils sont pas racistes envers vous, ils ont juste rien à battre de la gueule de tous les autres. J'ai un peu l'impression qu'on est pareil avec les touristes qui viennent chez nous en fait. Quand tu vois les Parisiens, c'est des enculés avec les touristes, ils sont encore pires que les Tokyoïdes je trouve. Après oui, le Japon est aussi un pays plus conservateur et dans les clichés habituels, le conservatörisme c'est lié au racisme. Mais bon, ça reste des idées préreçues, c'est le principe même d'un cliché. Non, les Japonais ne sont pas racistes, en tout cas on ne peut pas dire que tous les Japonais sont racistes. Évidemment il y en a, mais comme partout dans le monde j'ai envie de vous dire. Alors là par contre j'ai rien à dire, je suis désolé mais c'est vrai. Nuançons cependant un petit peu. D'une part, à Tokyo les choses ont beaucoup changé ces dernières années et les Japonais commencent à avoir un niveau plutôt correct pour discuter avec des touristes on va dire. Quand vous êtes dans des lieux vraiment touristiques genre Kyoto, Osaka, Tokyo, tant que vous restez là-dedans et que vous faites que voyager, ça devrait aller. Évidemment ça va être compliqué d'avoir une vraie discussion sur la politique ou sur le réchauffement climatique, mais si c'est juste demander un renseignement, demander un menu en anglais etc, ça devrait le faire. Maintenant la vraie question, le truc qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que les Japonais sont si mauvais en anglais, d'où ça vient? Ça vient de la structure même de la langue japonaise. La langue japonaise, elle est vraiment construite sur un modèle qui est extrêmement différent de nos langues occidentales et particulièrement de l'anglais. D'autre part, la prononciation est aussi extrêmement différente. Les Japonais ont des sons qui sont très clairs et très faciles à prononcer, là où les Anglais ils ont des mouvements bizarres avec leur bouche, ce qui fait que pour eux c'est très compliqué à prononcer. Et de surcroît, on a un système scolaire qui n'est pas du tout orienté vers l'expression orale, mais uniquement sur l'expression écrite et la compréhension de la langue anglaise. C'est-à-dire que les Japonais, quand ils sont à l'école, ils vont faire beaucoup de grammaire, beaucoup d'exercices, beaucoup de lecture et d'audition. Ils vont toujours avoir des questions qui sont posées en japonais et auxquelles ils doivent répondre en japonais. Comment est-ce que tu veux apprendre une langue si tu n'utilises pas cette langue au quotidien? Et en plus de ça, au niveau d'oral, ils n'ont pas d'examen, ils n'ont que des exercices de prononciation, mais qui ne servent pas à grand chose. Et ils n'ont jamais vraiment d'expression. Là où chez nous, on est vraiment focus sur l'expression, que ce soit écrite ou orale. Le Japon, c'est totalement l'inverse. Quand ils sont dans l'apprentissage des langues, ils sont vraiment sur l'apprentissage de la grammaire, de la compréhension. Ce qui fait que même s'ils connaissent l'anglais, en fait, ils savent le comprendre, ils ne savent pas s'exprimer. C'est pour ça que les Japonais ont cette image de mauvais en anglais. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à parler, en fait. Mais à l'inverse, quand vous leur parlerez, en général, ils vont comprendre. Pour ceux qui voudraient venir en voyage, soyez rassurés, l'anglais suffit, particulièrement pour un voyage. Ça devient plus compliqué, évidemment, quand on veut s'installer ici, parce que si on veut créer des relations, si on veut trouver un taf, si on veut vraiment connaître les infos plus subtiles, les contrats, les machins, bah il faut parler japonais à un moment, t'as pas le choix. On peut comparer ça à la France, vu que je suppose que la plupart des gens qui regardent ça sont français, mais je pense que si on compare ça à la France, c'est plus ou moins pareil. Les étrangers qui viennent en tant que touristes, ils ont pas de problème pour commander un café à Paris. Mais du coup, vraiment, le point où c'est extrêmement difficile à ce niveau-là, c'est tout ce qui est service officiel. Se taper la commune, faire un dépôt de plainte à la police, demander un numéro de téléphone, etc. J'ai déjà renseigné tout ça. Si vous ne parlez pas japonais, c'est un cauchemar, parce que eux ne parlent pas anglais. Et donc, ils ne vous expliqueront rien en anglais à ce niveau-là. Tout ce qui est tourisme, c'est ok. Tout le reste, c'est fini. Donc oui, le cliché est vérifié, mais pour autant, c'est pas un problème. On aurait tendance à dire que oui, surtout quand on vient en voyage en fait, parce qu'on va se promener dans les grands quartiers, dans les endroits où c'est en général assez propre, dégagé. Si vous regardez ici derrière moi, c'est plus ou moins propre en vrai quand je regarde, mais il y a quand même là-bas un chewing-gum par terre par exemple. Mais cependant, c'est pas toujours si propre que ça. Il y a deux points en fait qui me font dire ça, c'est que d'une part, il y a vraiment des endroits, typiquement je pense aux zones fumeurs, où c'est vite dégueulasse. Il faut savoir qu'au Japon, vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue. C'est quelque chose qui est illégal. Et ce qui est en fait un très gros point positif pour l'environnement parce que du coup, il n'y a pas de mégots qui traînent par terre. C'est la première chose qui fait que c'est dégueulasse partout chez nous en Europe, c'est que les gens fument dans la rue et ils jettent leurs mégots par terre. Ne faites pas genre si vous fumez, vous le faites aussi. Ça arrive à tout le monde, je vous jette pas la pierre. Mais au Japon, ça n'arrive pas parce qu'en fait, si tu fumes dans la rue, tu te prends une amende. Et il n'y a pas de discussion, c'est pas genre on fait genre on n'a rien vu mais on met un avertissement cette fois, faites gaffe monsieur. Tu fumes dans la rue, t'as un flic qui débarque de tu ne sais pas où et il te demande 2000 yens en cash, genre tout de suite. Pas de discussion ici. Alors vous le savez, il n'y a pas de poubelle non plus dans les rues au Japon, mais pour autant, les gens sont en fait habitués à ça. Il y a aussi cette culture de on ne mange pas dehors, ce qui fait qu'en fait t'as pas souvent des crasses dans les mains quand tu veux manger. Tu vas dans un commis ou dans un restaurant et du coup tes crasses elles restent à l'intérieur. Par contre, au Japon on a le droit de boire dehors. Donc quand tu bois ta canette, que t'as 1, 2, 3 verres dans le nez ou que tu es un salaryman qui est en train de dormir sur le bord de la route, il faut bien que ta canette tu t'en débarrasses. Et là pour le coup à Shinjuku, dans les petites ruelles et les machins, ça traîne un peu plus à gauche à droite. C'est bien plus propre que chez nous, mais c'est pas clean et nickel. Autre chose, au Japon le système de ramassage poubelle est vraiment horrible. En fonction du type de poubelle qui doit être ramassé, tu as des jours différents de ramassage qui sont différents en fonction des arrondissements et même en fonction des quartiers. Par exemple, chez moi,
on sort les poubelles normales le mardi et le vendredi, tout ce qui est canettes, plastique, bouteilles le jeudi, et tout ce qui est emballage plastique le mercredi. Parce que oui, c'est pas le même jour pour les plastiques et les emballages plastiques. Et tout ce qui est encombrant, etc., c'est le samedi, ou alors quand c'est trop gros, il faut appeler directement les encombrants. Ce qui fait qu'en fait, quand tu te réveilles le matin, avant que les éboueurs passent, entre 7h et 8h en général, eh ben, tu as des poubelles partout sur le bord de la route. Elles sont souvent protégées par un espèce de petit filet en plastique bleu, comme je vous avez déjà montré, pour éviter que les corbeaux ne volent dedans. Tu as toujours un gars du quartier qui oublie de mettre son filet et tu as toujours une poubelle qui est rentrée quelque part. Typiquement, je sais que le mardi, quand je pars à l'école, tu as systématiquement des poubelles sur le bord de la route et systématiquement des trucs qui sont tombés à côté. Donc oui, c'est plus propre que chez nous, mais c'est pas parfait non plus. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir un endroit qui est parfaitement propre? C'est compliqué à dire. Mais malgré tout, ça reste beaucoup plus agréable de se promener en rue au Japon grâce à cet aspect-là. Celui-là, il est facile et je comprends totalement pourquoi il est incrusté dans l'image des gens. Il faut savoir que cette image a quand même bien changé, surtout sur les 10-15 dernières années. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quasiment que les Yakuza qui étaient tatoués, ou en tout cas les Yakuza et les anciens prisonniers. J'avais déjà parlé de l'histoire des tatouages sur ma chaîne, donc je vous renvoie à la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai surtout remarqué, comme j'avais déjà expliqué, que l'image des Japonais envers le tatouage a beaucoup changé. D'une part, là où avant les Japonais avaient vraiment peur des tatouages, parce que justement pour eux c'était relié au crime, de nos jours, avec l'ouverture à l'étranger, ben, ils ont de plus en plus cet aspect, comme on a chez nous, de c'est un art et ça reste quelque chose de cool, voire de totalement stylé. Maintenant, le fait que uniquement les Yakuza soient tatoués, ce n'est plus vrai. Parce que d'une part, il y a des étrangers. Je remarque aussi moi qu'entre mon premier voyage, comme je l'ai expliqué, et ma vie maintenant ici à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de gens qui sont tatoués. Ça reste principalement chez les jeunes et souvent plus chez les gens qui sont half, donc c'est-à-dire qui ont un parent japonais et un parent étranger. L'idée de se faire un tatouage est devenue moins tabou. Malgré tout, j'ai beaucoup d'amis japonais qui me disent « Ah, moi j'aimerais bien un tatouage, je trouve ça stylé, c'est cool ». Et quand je leur demande mais pourquoi tu t'en fais pas, ils sont en mode ah ça a quand même une mauvaise image, mes parents seraient pas trop d'accord, etc. C'est pas un truc qui est non plus ancré dans leur culture et c'est un truc qui va prendre du temps avant de s'épanouir. Mais pour autant, on n'a plus du tout cette image de l'époque où il y a uniquement les Yakuza qui sont tatoués et donc quand tu croises un gars qui est tatoué, c'est dangereux. Quand tu croises un gars tatoué, ça peut être un étranger ou ça peut être vraiment un gars qui est un peu plus ouvert, slash punk, slash qui a un style alternatif. Maintenant, j'ai quand même fort remarqué que les Japonais qui ont tendance à se faire tatouer le font sur des endroits qui sont moins visibles, ils ont moins comme nous des tatouages sur les bras, sur les mains, voire enfin sur le cou, etc. C'est plus en général un tatouage sur le torse, sur le haut des jambes, dans le dos, des endroits qui sont faciles à cacher et qu'on voit pas vraiment. C'est un truc qui est plus intime, j'ai l'impression, chez eux aussi. Mais du coup, non, le cliché ne se respecte plus. C'est pas parce que tu vois un japonais ou un asiatique, en tout cas qui est tatoué, que forcément c'est un yakuza ou un mafieux. Transition toute trouvée, vu qu'on parlait justement des gens au style alternatif et au tatouage, eh ben, est-ce qu'on en croise vraiment partout comme on le fait croire? De nouveau, vous allez être assez déçus, mais c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, je bosse à Harajuku, je vous rappelle. Cette image, elle vient beaucoup en fait des images qu'on avait de la part des médias dans les années 90 et les années 80, mais c'est un truc qui a malheureusement de plus en plus disparu au Japon. Moi qui bosse à Harajuku, en général, les gens au style un peu alternatif, je peux dire que ça représente une fille sur 5, 6, 7, un truc comme ça. Et par contre, un garçon sur une vingtaine à mon avis, un truc comme ça. C'est un truc qui est beaucoup plus lié aux femmes en fait, elles sont beaucoup plus axées sur la mode, etc. que les hommes japonais qui sont beaucoup plus classiques et traditionnels. Vous avez certainement tous vu ces images de Nina, etc. qui sont passées dans les années 80, 90, où on vous montrait Harajuku avec des gens qui avaient des costumes pleins de couleurs, des robes de Lolita et ce genre de choses. Mais en fait, c'était qu'une mode et c'était un peu comme la mode disco dans les années 80 chez nous, c'est passé malheureusement. Même si on en retrouve encore de temps en temps, dès que tu sors du quartier d'Harajuku ou vraiment des quartiers très orientés mode, ben moi je vous avoue que dans la rue, typiquement quand je vais avec Ikebukuro à l'école ou quoi, c'est une personne sur 30 voire 50 qui a un style un peu alternatif comme ça. Par contre, pour ce qui est du cosplay, alors là, retirez-vous ça de la tête, je n'en ai jamais croisé un seul. Enfin, si, j'en ai croisé, mais uniquement dans des conventions comme ça se fait chez nous. Les Japonais ont quand même, comme nous, cette idée que le cosplay, c'est pas une tenue pour la ville, et c'est pas une tenue pour la vie de tous les jours, surtout. Personne ne se promène en cosplay dans la rue. Même si c'est une passion qui est plus répandue, les gens font ça en privé, ils font des shootings dans des studios photos, ou alors ils s'habillent comme ça quand ils vont à des événements, mais jamais juste pour aller se promener en rue. D'ailleurs, c'est simple, même les Japonais qui vont de chez eux à un événement ne sont pas en cosplay, ils se changent directement à l'événement. Là où chez nous, les jours de Made in Asia ou les jours de Japan Expo, quand tu vas dans le métro, etc., t'as plein de gens qui sont cosplayés et c'est trop drôle. Ici, c'est même pas le cas. Et évidemment, cette image, elle vient non seulement des illustrations des médias, mais aussi de tous les animés. Les personnages animés qui ont des couleurs de cheveux fantaisistes ou des vêtements extrêmement voyants, etc. Ça donne cette image-là du Japon, mais ça reste quelque chose qui est imaginé. C'est comme à l'inverse, les Américains, c'est pas tous des gros bikers ou tous des Texans. Il y a des gens totalement normaux là-bas. Le Japonais, à l'inverse, c'est pareil. Ils s'imaginent Paris comme Emily in Paris. Et nous, à l'inverse, on s'imagine Tokyo comme la ville, ce qui se passe dans Durarara ou dans les animés un peu plus réalistes. Mais non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, je vous l'avais
l'avais déjà montré, mais la fameuse Takeshita Dori à Harajuku, c'est de plus en plus triste. Il y a de moins en moins de choses, de moins en moins de beaux magasins qui vendent des beaux vêtements, etc. Même s'il y en a encore et que c'est là-bas qu'on en trouve le plus, c'est un truc qui est passé de mode en fait, simplement. Mais justement, en parlant de mode alternatif, etc., on a un peu parlé des animés. Donc, point tout trouvé suivant. Alors pour le coup, celui-là, j'ai quasiment envie de vous dire qu'il est vrai. Évidemment, tous les Japonais ne regardent pas des animés. Dire qu'ils ne le regardent pas tous, c'est comme dire tout le monde n'écoute pas de la musique. Quasiment tout le monde le fait en fait. Les animés, c'est vraiment une culture qui est ancrée en fait, et que tu le veuilles ou non, tu en vois partout. Le Japon, ça reste le pays qui produit le plus de mangas et le plus d'animés au monde. Et donc forcément, même si tu ne le veux pas, tu te promènes en rue, tu as des panneaux géants qui diffusent des animés ou la pub pour le prochain film Demon Slayer. Tu ne peux pas l'éviter. Même dans les métros, quand tu regardes des pubs, une pub sur deux, c'est une pub pour un animé. Je fais une vidéo un jour à l'occasion justement sur ça pour vous montrer tout ça, mais je vous jure que tu ne peux pas l'éviter, c'est impossible. Même si du coup on peut pas dire que tout le monde regarde des animés, tout le monde pour le coup connaît les animés. Typiquement, même mes profs, etc., ils savent ce que c'est One Piece, ils savent ce que c'est My Hero Academia, ils savent ce que c'est Naruto. Et le plus gros phénomène, évidemment, c'est One Piece. Tout le monde sait ce que c'est. One Piece, Dragon Ball, c'est vraiment les trucs de base. D'ailleurs, je tourne cette vidéo un samedi. La mort de Akira Toriyama a été annoncée juste hier. J'espère qu'il repose en paix. C'était vraiment un grand monsieur. Il a amené énormément à tout ce monde. Hier, je suis allé au travail. Ça a choqué tous mes collègues. Ils étaient tous en train de gueuler dans le restaurant. Mon Dieu, Akira Toriyama est mort. Mais comment c'est possible? Ils ont tous commencé à faire Dragon Ball. Donc, typiquement, vous voyez que c'est vraiment un aspect ultra important de la culture. Personne ne peut ignorer ce que c'est qu'un manga. Tout le monde ne regarde pas d'animé, mais tout le monde a à regarder un animé dans sa vie, en tout cas ici au Japon. Ici au Japon, les animés, c'est un peu l'équivalent de Disney en fait. Personne chez nous ignore ce que c'est Disney, tout le monde a déjà vu un Disney. Bah ici au Japon, c'est pareil, tout le monde a déjà vu un animé, que ce soit un épisode de One Piece, un épisode de Sazae-san, un épisode de Doraemon, tout le monde a déjà vu ce genre de choses. Donc pour le coup, ce cliché, oui, il est vrai, mais à mesurer quand même. Tout le monde regarde des animés, tout le monde a déjà des animés, mais tout le monde n'est pas un méga fan d'animé. Et les Japonais, quand ils vous abordent dans la rue, c'est pas la première question qu'ils vous posent et c'est pas la question qu'ils attendent. Quand vous rencontrez quelqu'un, de demander pas de suite, t'aimes bien les animés? Tu regardes quoi comme animé? Parce que ça, c'est un peu l'image qu'ils ont des otaku européens, malheureusement. Donc respectez-vous. Même si en vrai, ce sera en général une discussion qui finira par arriver. Et de toute façon, si c'est pas les animés, c'est autre chose. Ils seront fans des Pokémon, ils seront fans des Gunpla, des cartes Yu-Gi-Oh! Ou n'importe quoi. La pop culture, c'est vraiment très important et l'animé, ça trône vraiment à son sommet. D'ailleurs, en parlant d'animé, vous savez ce que c'est les hentai, j'imagine, n'est-ce pas? Alors là, nous sommes sur un sujet extrêmement épineux et extrêmement paradoxal. D'un côté, on a justement toute cette culture orientée vers le hentai, les films érotiques et la sexualité plutôt ouverte, on va dire, avec notamment les sex shops qui sont un peu libres d'accès, la majorité sexuelle qui était assez jeune à l'époque au Japon, même si elle a été reculée, les magazines érotiques à hauteur des yeux des enfants dans les combini, etc., etc. Et en même temps, de l'autre côté, on a cette image japonais qui s'isole de plus en plus, qui n'ont plus de relations sexuelles, et dont le taux de natalité baisse énormément. Comment ça se fait qu'on voit les Japonais comme des pervers, alors que de l'autre côté, on a tout ça? C'est parce que dans la représentation culturelle au Japon, la sexualité et la nudité particulièrement sont en fait très peu tabous. Au Japon, sexualité et nudité sont bien séparées, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Voir une femme nue, ce n'est pas quelque chose qui est forcément relié à la sexualité. Là où chez nous, quand tu vois quelqu'un à poil, c'est directement le sexe. Ici au Japon, être nu, c'est normal. D'ailleurs, la nudité entre guillemets publique, on pense notamment au sento ou au onsen, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté que chez nous. Chez nous, quand tu dois te foutre à poil dans un spa, les gens rougissent comme des tomates. Ici, c'est pas trop le cas. Donc, tout ce qui est magazine de charme, etc., c'est beaucoup moins mal vu ici. Et c'est aussi beaucoup moins caché. D'autre part, la sexualité ici, c'est considéré comme un hobby. C'est pour ça que tout ce qui est magasin de sex shop, jeux vidéo érotiques, et autres, pour ne pas citer d'autres exemples qui pourraient me foutre dans la merde, c'est pas quelque chose qui est mal vu. Là où chez nous c'est vraiment vu comme de la perversité, quelque chose qui est mauvais, en fait ça vient beaucoup de la religion. Au Japon, la religion catholique ne s'est jamais vraiment installée. La sexualité, c'est pas trop relié à la perversité et c'est pas trop relié à quelque chose de négatif non plus. En fait, c'est surtout de là que vient l'image des Japonais qui seraient pervers. En fait, ils sont pas pervers, ils sont juste moins coincés du cul que nous, on va dire, à ce niveau-là. Même si, évidemment, rappelons-nous des paradoxes, c'est pas mal vu non plus, mais c'est pas bien vu non plus, en demi-teinte, on va dire. Donc, est-ce que les Japonais sont des pervers? Non. Maintenant, est-ce qu'à l'inverse, ils sont trop coincés du cul? On pourrait aussi le penser, vu que l'âge moyen du premier rapport sexuel ne fait que reculer, qu'on sait très bien que les relations sexuelles dans les couples, même après les mariages, après le premier enfant, ça devient de plus en plus rare. Mais en fait, c'est pas du tout un problème qui est lié intrinsèquement à la sexualité, c'est plus un problème général qui va du coup impacter la société et la sexualité de chaque personne. On pense notamment au fait que les gens travaillent beaucoup, comme on l'avait déjà dit, et donc ils sont plus fatigués. On pense également au fait que l'enfant prend une place très importante, et donc le rôle des parents va venir effacer, entre guillemets, le rôle de conjoint, etc., etc.
C'est un sujet qui est extrêmement profond, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus parce que je ne vais pas commencer à creuser ça, sinon j'en ai pour 40 minutes. Donc pour le coup, oui, faites vos recherches, intéressez-vous à ça, c'est un sujet qui est très complexe mais qui est très intéressant et qui nous en apprend beaucoup sur la société japonaise et sur les normes ici. Et justement, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient trop fatigués par le travail parce qu'ils travaillaient trop et donc ils n'avaient plus envie de relations sexuelles. Voyons un peu ça, est-ce que c'est vraiment vrai ? Alors là, pour le coup, c'est un cliché qui est un peu bizarre parce qu'il me donne en même temps envie d'éclater de rire tellement c'est faux et en même temps, j'ai l'impression que c'est extrêmement vrai. Je vous explique un peu tout ça. En fait, au Japon, la culture même du travail est extrêmement différente. On va être beaucoup plus présent au travail, mais j'ai l'impression que c'est pour une efficacité qui va être moindre. Là où chez nous, quand on va au taf, ça charbonne et les choses elles avancent, au Japon, on va engager des gens pour être présents. Typiquement, dans tout ce qui est service, dans les magasins, par exemple, tu vas avoir 10 personnes qui travaillent dans le magasin, et tu vas en avoir vraiment que 5 qui travaillent vraiment. Maintenant, c'est vrai que les horaires sont très différents de chez nous. Et là où je sais qu'en France, typiquement, l'horaire moyen, c'est 35 heures par semaine. Ici, au Japon, on est un peu plus au-dessus de 40. Si je prends typiquement mon exemple qui est extrêmement personnel, dans le resto où je bosse, en tant qu'étudiant en baito, moi, j'ai le droit de travailler que 28 heures par semaine. Mais les employés de la société, eux, travaillent 60 heures par semaine. Après, je sais que la restauration, c'est très particulier. Et je sais qu'en Europe aussi, chez nous, la restauration, c'est vraiment des horaires de merde. En termes d'heures pures, on peut dire que oui, en effet, ils travaillent plus. Maintenant, le moment où ça se marque vraiment, c'est des périodes de rush. En fait, de base, vu que la culture du travail est extrêmement différente, les Japonais, en fait, c'est vraiment ancré à l'intérieur d'eux que leur employeur, c'est quelque chose de très important. La société dans laquelle je travaille, c'est vraiment une partie extrêmement importante de ma vie et je vais me donner à fond pour ça. Si on est en période de rush et qu'il y a beaucoup de travail et que malheureusement, il faut rester 2 heures de plus au bureau pour faire des heures sup et boucler ce qui doit être bouclé pour demain, eh ben les Japonais vont le faire. Là où chez nous, ça va râler, ça va demander une augmentation, ça va demander à être payé en plus. Au Japon, c'est normal, c'est ton travail, ça rentre dans ta responsabilité et donc tu vas le faire. C'est un peu de là, je crois que ça vient vraiment ce cliché de les Japonais travaillent beaucoup, c'est vraiment l'idée des heures sup. Et en général, plus tu vas avancer dans les échelons, pire ça va être. Quand t'es en baito, comme moi, t'en fous un peu, t'es là pour venir chercher ton chèque, payer tes factures et puis tu te casses. Quand t'es employé, t'as un peu plus de responsabilité, donc t'as envie de bien faire pour la boîte, tu vas faire quelques heures sup, tu vas vraiment faire les choses comme il faut, etc. Et quand tu commences à atteindre un poste à position, bah là tu dois gérer des gens et compagnie, et donc le principe même des responsabilités qui est intrinsèque à la culture japonaise, il va se marquer d'autant plus dans le travail. On sait évidemment que ça mène à certaines dérives. Il y a typiquement un mot en japonais qui existe pour désigner la mort par surménage, donc c'est pas un phénomène qui est rare, c'est un phénomène qui existe malheureusement. Maintenant quand je vous dis ça, vous me demandez mais pourquoi tu as envie de rigoler en disant que c'est totalement faux, espèce d'enculé? Tu viens de dire totalement l'inverse, que c'était purement vrai. Ben oui, mais justement parce que je vous ai dit, il y a des gens comme moi qui sont en baito en fait. Et le truc c'est que, comme j'ai déjà expliqué, cette image du Japon qui est le pays où il y a le moins de taux de chômage, etc. au monde, ben ça vient beaucoup de là en fait. C'est parce que quand tu es employé en tant que baito, t'es pas vraiment employé, mais t'es considéré comme n'étant pas au chômage. Et il y a beaucoup de gens qui sont employés uniquement à ce niveau-là. Eux, pour le coup, bah, ils travaillent pas plus que chez nous en Europe, faut pas se voler la face. Typiquement, la plupart des gens qui travaillent dans des fast-food, dans des combini, etc., c'est des gens qui sont en baito. Et donc, oui, eux, ils travaillent, mais ils travaillent pas plus que les gens qui font des petits jobs comme ça chez nous non plus. Là où c'est vraiment vrai, en fait, ce cliché, c'est surtout dans les sociétés et dans les postes à responsabilité. Maintenant, typiquement, moi, quand j'étais employé à l'université, je peux vous dire que ma boss, elle comptait pas 16 heures supplémentaires non plus. Tous ces gens-là, ils n'ont rien à envier aux Japonais. Je pense qu'au Japon aussi, ces gens sont plus mis en avant. Et donc, le cliché va plus avoir tendance à se vérifier. Et vu que le nombre d'heures moyen au travail est plus important, ben, on a tendance à dire que les Japonais travaillent beaucoup plus. Même si, de nouveau, j'ai l'impression, moi, qu'ils travaillent moins efficacement en tout cas. Maintenant qu'on a un peu parlé de tout ça, justement, je vous ai parlé de la mort par surménage, ça vous a sûrement fait un peu tilter. Donc on va passer au dernier point de cette vidéo, au dernier cliché. Âme sensible, s'abstenir. J'en parle au dernier justement pour ça. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas habitué ou avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, je vous en prie, quittez la vidéo. Parce qu'on va parler du taux de suicide. Alors celui-là pour le coup c'est un vrai gros cliché qui vient du Japon et qu'on entend partout. Le Japon c'est le pays du suicide, c'est le pays numéro 1 dans le nombre de suicides par an, etc. etc. Mais en fait c'est totalement du bullshit. Cette image vient du fait qu'en fait pendant très longtemps le Japon avait une culture du suicide qui était très différente de la nôtre, avec vous savez tous les harakiri, le kamikaze et compagnie. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais été bien vu dans la société japonaise en fait. Et même de nos jours, quand j'en parle avec mes profs, avec les Japonais autour de moi, il n'y a personne qui considère le suicide comme un acte honorable ou quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment une fausse représentation qu'on a dans l'Occident, qui vient en partie je crois des films occidentaux et des médias aussi, mais le suicide ça reste un acte horrible qui consiste à se donner sa propre mort et donc c'est jamais quelque chose qui est bien vu, que ça soit chez nous en Occident ou ici au Japon ou dans les autres cultures orientales. Il y a quand même malgré tout quelque chose d'alarmant pour le sud de Japon, c'est que c'est la cause numéro 1 de mort chez les jeunes de 15 à 30 ans. Maintenant, si on veut mettre ça en perspective, c'est aussi la cause numéro 1 de mort chez les jeunes de 15 à 30 ans en Belgique. Je suis un peu allé voir différentes échelles, voir les taux de suicide pour 100 000 habitants, etc.
Et il faut savoir qu'en fait la Belgique est classée au-dessus du Japon. Le Japon n'est pas vraiment le pays du suicide, même s'il y a une image qui résonne par rapport à ça. Il y a aussi évidemment la forêt de Aokigahara qui est un lieu extrêmement connu parce que les gens vont là-bas en quelque sorte pour spécifiquement se suicider. Non pas parce qu'il y a une attirance mystique ou quoi que ce soit envers ce lieu, simplement parce qu'au Japon, on ne veut pas gêner les autres. Et donc plutôt que se suicider chez soi ou en place publique, on va faire ça dans un endroit reculé où on est sûr de déranger personne. Vous avez aussi certainement déjà entendu parler des accidents de train, des gens qui sautent sur les voies et qui bloquent la circulation de métro de Tokyo pendant plusieurs heures. Ça arrive malheureusement presque tous les jours, mais il faut savoir qu'à Tokyo, il y a 43 millions d'habitants. S'il y a un suicide sur ferré par jour, c'est déjà beaucoup. Et sur 40 millions d'habitants, tout de suite, on relativise en fin de compte. Je vous assure que si vous prenez des villes plus petites comme Paris par exemple, ou des villes indiennes ou même américaines, le nombre de suicides n'est pas spécialement moins élevé. Et c'est vrai qu'au Japon, vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui se suicident par rapport au nombre de femmes, on a tendance à utiliser des méthodes qui sont plus radicales et plus violentes. Mais ça, c'est une statistique générale qui se vérifie pour tous les pays du monde. Les hommes ont tendance à se suicider avec des méthodes plus radicales et plus violentes, que ce soit les armes à feu, la pendaison ou que sais-je. Là où les femmes vont plus avoir tendance à se suicider en prenant des médicaments qui sont des morts entre guillemets un peu plus douces. Mais vous avez compris l'idée, l'acte est plus violent chez l'homme en général. Ce qui de nouveau correspond très bien avec l'idée des samouraïs qui se suicidaient de façon extrêmement violente, extrêmement théâtrale, qui a donné un peu cette image au Japon. Quand on regarde ça de façon statistiquement correcte et qu'on prend le nombre de suicides pour 100 000 habitants, non, le Japon n'est pas le pays numéro 1 du suicide, et même loin de là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet que je trouvais important et je sais que c'est une sale image qu'a le Japon, donc je voulais absolument rétablir la vérité par rapport à ça. C'était une vidéo qui était sympa à tourner. J'ai essayé de faire un truc un peu différent avec les plans, d'aller un peu à gauche, à droite et compagnie, de donner un peu un ton à chaque histoire. Je sais pas du tout comment ça rend, mais j'espère que ça rend bien. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je viens tout juste de rentrer de vacances avec Monsieur Zimou. Et donc, je vais passer une semaine ici à Tokyo avec Zimou. On va encore aller filmer d'autres choses. Mais d'abord, semaine prochaine, je vous montre les vidéos de mon voyage. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.